Ok. Il y a quelques semaines, j'ai sorti 2 vidéos sur le Spider-Man de Tom Holland pour vous faire découvrir mon avis sur ces films et les raisons qui font que j'aime ce Spider-Man. Et beaucoup dans les commentaires n'ont pas compris le but de ma vidéo. Beaucoup ont juste cherché à dire que j'avais tort d'aimer ces films et de dire qu'ils sont bien, alors que tout le long de ma critique j'étais en mode c'est juste mon avis et je suis pas là pour vous imposer d'aimer ces œuvres, mais au moins de les comprendre. Et malheureusement, j'ai l'impression que le message est mal passé. Soit parce que je m'y suis mal pris, soit parce que les gens sont tellement obnubilés par leur haine de ces films qu'ils ont seulement retenu les parties de ma vidéo qui leur donnaient envie de s'arracher les yeux. Faut savoir que pour faire ce genre de vidéo, j'ai besoin personnellement de confronter mes avis à ceux des autres. Par exemple, j'ai regardé les vidéos de Ludwig von Manitou et MJ Fermella pour les vidéos sur Tom Holland, et pour celles d'aujourd'hui, je me suis appuyé sur des vidéos comme celle du Tropper. Toutes ces vidéos, je vous conseille d'aller les voir même si je ne suis pas personnellement d'accord avec tout ce qui est dit. Mais justement, tout ça m'a permis de voir que, en fait, on aime ou on déteste tous des films pour des raisons qui nous sont propres. Certains s'attendent à voir un film et à le juger sur un aspect cinématographique, d'autres parce qu'ils veulent juste ressentir des émotions particulières, ou alors pour certaines personnes comme moi, on veut voir comment un personnage qu'on a connu à travers des morceaux de papier rend au cinéma. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de juger un film. On fait ce qu'on veut tant que ça reste purement personnel et qu'on n'essaye pas d'imposer notre avis comme une vérité absolue. Donc c'est pour ça que je me moque des gens qui disent « ce film est objectivement mauvais » ou « objectivement bon ». Ce n'est pas possible, non, je suis désolé. Il y a des gens qui adorent la merde, tout comme il y a des gens qui détestent des chefs-d'œuvre. C'est du cinéma, de l'art, libre à nous de juger, d'interpréter, d'analyser un film comme bon nous semble. Donc je le répète aujourd'hui, mais tout ce qui est dit dans cette vidéo et en général tout ce qui est dit sur internet, c'est subjectif. J'ai le droit d'avoir mon avis et de le partager, tout comme vous aussi, vous avez le droit, mais c'est justement en confrontant toutes nos idées que de nouvelles font surface. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là en tant que bon gros connard, pour vous dire que le Spider-Man de Tobey Maguire, il est un peu surcoté. On va donc aujourd'hui parler de la saga de Sam Raimi en essayant d'être le plus aigri possible, et on va oublier toutes les qualités de ces films parce que tout le monde les connaît et je vais pas répéter ce qui a été dit des millions de fois. Enfin, je le dis et je le redis, j'aime tous les films Spider-Man. Ma saga de films préférés Spider-Man est celle avec Tobey Maguire, l'acteur qui incarne pour moi le mieux Spider-Man est Andrew Garfield, et mon adaptation préférée de Spider-Man en live action est celle avec Tom Holland. Voilà, maintenant, parlons mal de la saga de Sam Raimi. Ce film est parfait. Voilà, c'est mon film préféré, tout univers confondu. Donc oui, Spider-Man 1 est excellent, mais comme je vais pas non plus rien dire, je vais essayer de chipoter un petit peu. Déjà, parlons des effets spéciaux. C'est souvent moche, ça a mal vieilli, et c'est pas seulement parce que le film date de 2002, parce qu'en fait, même à l'époque, beaucoup trouvaient ça déjà moche. Que ça soit les personnages en CGI ou les combats qui font très kitsch. Mais faut l'avouer, ça a malgré tout son petit charme. Ensuite, pour ce qui est du casting, il est très bon, mais voilà, je trouve que celui qui s'en sort le moins bien, c'est justement Tobey Maguire. Alors j'aime bien Tobey, c'est pas un mauvais acteur, loin de là d'ailleurs, aucun des acteurs dans tous les films Spider-Man est mauvais. Mais c'est pour moi le moins bon. Et pourtant j'ai grandi avec cette trilogie, c'est sûrement les premiers films que j'ai vus de ma vie étant enfant. Mais désolé, si on enlève toute forme de nostalgie, Tobey est le moins bon acteur ayant incarné Spider-Man. Après, si on s'intéresse un peu plus au personnage, je trouve que Peter Parker est très bien écrit, mais c'est vrai qu'il subit trop ce qui se passe dans l'histoire. À aucun moment, il fait avancer le scénario, mais le subit. Je vais pas trop m'avancer sur ça pour le moment, parce que en vérité, pour ce premier opus, ça m'a pas tant dérangé que ça. Parce qu'en fait, c'est ses débuts en tant que super-héros, donc c'est normal qu'il fasse ce genre d'erreur. Par contre, quand ça arrivera dans les suites, là, vous inquiétez pas, je vais bien en parler. Après, il y a le fait que l'étoile sorte directement des poignets de Peter, et dans un sens, ça me pose pas de problème, parce que c'est une adaptation, ça raconte quelque chose, et ça rend ses pouvoirs plus impressionnants et marquants, y a pas de souci. Mais c'est dommage parce que l'un des aspects de ce Peter Parker que j'aime le moins, c'est le fait qu'on le voit jamais agir très intelligemment et scientifiquement. Genre, dans les 5 premières minutes, on nous dit littéralement que Peter est fort en sciences, mais à part pour impressionner Norman Osborn, ça n'apporte rien au perso et à son histoire. Donc lui faire construire ses lance-toiles, ça aurait permis de montrer que ce Peter Parker sait se démerder malgré ses problèmes financiers. Mais après, encore une fois, je chipote et ce n'est que mon avis. Mais c'est juste que j'aurais voulu qu'on développe un peu ça parce que c'est quelque chose d'important pour la caractérisation du personnage de Peter Parker. Quelque chose qu'on verra plus trop par la suite, à part dans Spider-Man No Way Home. Et enfin, ça manque d'humour. En fait, toutes les séquences drôles du film, c'est des comiques de situation et c'est dommage car moi, j'aime bien voir Spider-Man vanner ses adversaires. Parce que, encore une fois, ça fait partie de son caractère et ça le démarque de son identité de héros et son identité de civil où là, il doit plus se laisser faire et assumer son côté nerd. Voilà, c'est tous les défauts
défauts que je pouvais dire sur ce film, et pour le reste, ce qui représente 99% du film, c'est excellent. Excellent, contrairement à sa suite. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, Mary Jane est le pire love interest, toute saga Spider-Man confondue, et accessoirement le pire personnage de la trilogie. Elle ne sert à rien, à part casser les couilles à Peter en jouant avec ses sentiments et lui imposer des dilemmes moraux, et surtout, ce qui m'emmerde personnellement, c'est que Peter l'aime toujours, même si elle se comporte comme la pire des garces. Et il agit toujours en fonction d'MJ, et ça se connecte justement avec un des points que j'ai évoqué précédemment. Peter Parker subit le scénario, il n'agit jamais de lui-même, sauf si ça impacte sa vie personnelle. Par exemple, on apprend que celui-ci adore Otto Octavius, ils sont même quasiment devenus des vrais amis, mais quand il apprend que Octavius a perdu sa femme et qu'il est devenu un psychopathe avec des tentacules capables de tout détruire, il ne fait rien. Quand ils se combattent pour la première fois dans le film, c'est dans la séquence de la banque dans laquelle ils se retrouvent comme par hasard. Et on pourrait se dire qu'après Peter va se mettre à essayer de l'arrêter parce que bon, il sait que de base c'est un gars bien, que maintenant il cambriole des banques et fait du mal aux gens et surtout fait du mal à sa propre tante. Mais non, il cherche même pas à savoir, il s'en bat les couilles le fils de pute. Et venez pas me dire oui mais tu comprends, il finit par perdre ses pouvoirs donc il peut plus rien faire. C'est faux. S'il était vraiment un bon Spider-Man, il ferait tout pour essayer de soigner Otto ou alors d'empêcher qu'il fasse du mal aux gens, même si c'est pas forcément à lui de régler la situation. Mais comme il a des pouvoirs en lui et qu'il le sait, il a d'abord la responsabilité d'arrêter le méchant et ferait tout pour récupérer ses pouvoirs, même si ça l'emmerde et qu'il aimerait bien vivre une vie normale. D'ailleurs, pourquoi il perd ses pouvoirs déjà? D'une manière générale, c'est parce que le perso fait une sorte de dépression du fait qu'il doute de son statut de héros, et qu'il galère à gérer sa vie privée à cause de ça. Mais le film montre indirectement que ça vient d'MJ, parce que c'est elle qui symbolise l'idée qu'il ne peut pas gérer sa vie de héros et sa vie personnelle. Du coup, elle sort avec un autre gars, ça lui brise le cœur et le moral, et bim, panne. Et je trouve ça hallucinant qu'il ne fasse rien pour essayer de changer le cours de l'intrigue. Il attend que les choses viennent à lui pour commencer à agir. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a justement la scène de l'incendie qui est là pour nous montrer que Peter Parker sait agir, sans même être forcément Spider-Man, et qu'il ressent le besoin malgré tout de sauver des gens. Mais pourtant, ça sera la seule et unique fois qu'on le verra faire ça, et de toute façon, ça n'aura servi à rien, puisqu'il ne récupère même pas ses pouvoirs à ce moment-là, mais quand MJ lui annonce qu'elle l'aime. D'ailleurs, encore une fois, ce n'est que mon point de vue, mais dans cette scène, c'est moi où MJ sous-entend clairement qu'elle aime Peter Parker parce qu'elle a l'impression qu'il est Spider-Man. Même si elle dit à plusieurs moments de la saga aimer Peter pour ce qu'il est, je trouve quand même que toute leur relation se base sur le fait que MJ est tombée amoureuse de Spider-Man et que comme Peter Parker lui fait penser à Spider-Man, c'est Peter qu'elle aime. Ce qui fait que moi, j'adhère pas au traitement de cette relation. Pour le coup, je peux comprendre que certains ne pensent pas ça, parce qu'il y a aussi l'idée qu'elle quitte le fils de J. Jonah Jameson pour Peter, alors que c'est quand même un putain de beau gosse astronaute assez aisé financièrement. Bref, tout l'inverse de Peter finalement, mais voilà, il y a plein de moments où tu sens que la meuf est plus là pour ce qu'il fait, que ça soit pour elle ou pour les autres, plutôt que pour ce qu'il est. Mais ce n'est que mon avis, tout comme le reste des avis de merde qui se trouvent sur cette chaîne. Cependant, alors que Peter ne branlait rien du film, n'a même pas essayé de se confronter au FDP qui a failli buter sa tante, Peter se bouge enfin le cul pour arrêter Octopus. Et ça seulement quand MJ se fait kidnapper par celui-ci. Et moi ça me fait vraiment chier parce que comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, un des trucs qui me fait kiffer chez Spider-Man, c'est son côté je suis un super héros, j'agis, je me renseigne et enquête quand il le faut car c'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Et sur les 3 adaptations de Spider-Man qu'on a eu au cinéma, Tobey Maguire est le seul qui n'agit pas comme ça. Andrew dans The Amazing Spider-Man 1, il va à la recherche du lézard. Tom, dans Homecoming, il enquête sur les activités du vautour. Dans la trilogie de Raimi, il fait rien tant que tu touches pas à son oncle, sa tante ou à sa copine. Et encore, sa tante, c'est à vérifier. Sinon, si on peut en revenir sur la perte des pouvoirs de Peter Parker, personnellement, je trouve ça pas très bien expliqué, voire limite inutile. Cette perte semble trop vague et inexpliquée sur le plan physique ou scientifique. Le lien entre l'état mental de Peter et ses capacités super-héroïques est intéressant symboliquement, mais l'aspect psychosomatique peut paraître un peu trop abstrait dans le contexte d'un film de super-héros. Surtout que ses pouvoirs sont d'origine biologique. Cette faiblesse peut être perçue comme incohérente car bien qu'on comprenne que Peter soit sous pression, l'idée qu'il perde ses pouvoirs simplement à cause de son stress ou de ses doutes semble un peu déconnectée de l'idée qu'il a été génétiquement modifié par la morsure de l'araignée. J'aurais donc préféré une explication un peu plus solide, quelque chose lié à l'aspect scientifique de ses pouvoirs, ou alors tout simplement
ne pas lui enlever ses pouvoirs. Moi qui aurais aussi préféré un Spider-Man avec des lance-toiles technologiques plutôt qu'organiques, ça aurait été plus cool de juste directement montrer Peter Parker abandonner le fait d'être Spider-Man. Parce que même si dans le film je trouve ça bizarrement amené parce que le gars n'a pas réellement perdu ses pouvoirs pour toujours et surtout il y a un monstre à 8 pattes qui se balade dans New York pour crier un soleil, donc qu'est-ce que t'attends pour agir? Si on oublie le contexte, ça aurait été selon moi plus intelligent et plus fort de montrer un Peter Parker abandonnant son statut de héros, qu'il garde ses pouvoirs pour lui et plus pour les autres, se comportant donc de manière irresponsable avec des conséquences derrière, causant le kidnapping de MJ. Parce que le fait de lui faire perdre temporairement ses pouvoirs à cause de son conflit émotionnel et mental, on a juste l'impression que c'est une excuse du film pour pas nous montrer que Peter est un connard. Surtout qu'on nous montre qu'il est quand même un peu égoïste. Mais ça aurait été tellement puissant de voir un personnage auquel on s'est attaché faire l'inverse de ce qu'on attend de lui. Surtout que ça aurait été compréhensible vu le taux de merde qu'on lui balance à la gueule durant tout le début du film. Donc je dis pas que le film aurait dû ressembler à autre chose, il est très bien dans ce qu'il veut raconter. Mais je dis juste que selon moi, c'est loin d'être parfait. Et que toutes les idées et thématiques abordées dans ce film auraient pu être mieux traitées si on avait modifié des petits détails dans leur forme. On va finir sur Spider-Man 2 en parlant de deux dernières choses. Tout d'abord les effets spéciaux, globalement ils sont assez réussis, mais il y a des moments qui pêchent, du genre la scène où Spider-Man se balance de toile en toile et commence par perdre ses pouvoirs. Je trouve ça pas terrible du tout, surtout au niveau de l'animation des mouvements qui font vraiment pas naturel. Mais je suis d'accord, là c'est quand même un peu du chipotage. Et enfin, je trouve ça dommage que Otto Octavius soit encore un méchant bipolaire avec un côté gentil, mais devient méchant à cause d'une expérience qui a mal tourné, mais redevient gentil avant de mourir. En fait, c'est quasiment le même schéma narratif pour tous les méchants de cette saga. Surtout que en soi, c'est un bon méchant, et il respecte plutôt bien les comics, puisqu'à la base, Doc Ock c'est un gars qui a vécu une expérience qui a mal tourné, puis il est devenu méchant, il souhaite prouver sa supériorité scientifique et physique sur tout le monde et donc met à bien des plans machiavéliques qui va foutre la merde, mais dans le film c'est montré d'une manière un peu plus naïve, puisque dans les comics il a toujours été un peu un connard arrogant et une fois devenu Octopus, ça le pousse à foutre la merde. Mais Spider-Man est là pour l'en empêcher, ce qui fait que pour lui c'est un adversaire à abattre pour prouver sa grandeur. Là où dans le film c'est un gars bien qui est devenu un immense taré et qui veut mettre à bien ses projets et voit Spider-Man comme une simple barrière et pas comme un réel ennemi. Puis une fois qu'il rebascule du côté des gentils, il veut arrêter tout ce qu'il a entrepris. Donc oui, c'est cool d'adapter différemment Doc Ock dans sa forme, tout en gardant le fond. Mais c'est dommage, puisque ça arrive dans une saga qui de toute façon traite la plupart de ses méchants à chaque fois de la même manière. Bon, là c'est un peu plus compliqué parce que les avis divergent sur la qualité de cet opus. Donc pour cette fois, j'ai pas abordé que les défauts mais aussi un petit peu les qualités. Déjà, c'est mon préféré de la saga sur le plan visuel. Il est tout simplement magnifique et le nombre de plans iconiques que possède ce film est juste phénoménal. Niveau mise en scène, c'est toujours aussi excellent, les scènes d'action sont cool, les moments épiques sont épiques et donnent des frissons, les musiques c'est pareil, je pense personnellement que la BO de ce film est la meilleure de la trilogie. Les effets spéciaux pour le coup, il y a quasiment plus rien à dire tellement c'est beau, même si en effet certains combats paraissent un peu brouillons à certains moments. Et pour terminer, c'est aussi selon moi le plus drôle des trois car J. Jonah Jameson est toujours le meilleur personnage de cette trilogie. Et maintenant niveau scénario, c'est moins ouf. Il y a un personnage dont on n'a même pas évoqué le nom, c'est Harry Osborn, qui je le rappelle, est censé être le meilleur ami de Peter Parker. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez le nombre de choses positives que Harry a fait envers son meilleur ami Peter et le nombre de choses positives que Peter a fait pour son meilleur ami Harry, en comptabilisant évidemment les 3 films? Vous avez 4 heures. C'est simple, je pense que c'est l'une des pires amitiés qu'on ait eu au cinéma. Les deux se font H24 des coups de pute. On a l'impression en fait que ce trio Harry, Peter, MJ est constitué essentiellement d'égoïstes qui ne pensent qu'à leur gueule en se servant des autres pour arriver à leur fin. Et je trouve ça vraiment nul parce qu'à part à la fin de cette saga, on n'a jamais l'impression que ces personnages s'aiment réellement. Parce que du coup dans ce Spider-Man 3, Harry prend une plus grosse place. Il devient à la fois un allié et un antagoniste de Spider-Man. Sauf que comme Spider-Man 3 doit présenter plus de personnages, on va devoir rusher l'histoire et empêcher tout frein à la narration. Et comme Harry Osborn est un frein à la narration...
Oh zut, il a perdu la mémoire. Et bordel, les seuls moments de cette saga où Harry devient un minimum gentil, c'est quand le scénario décide qu'il doit le devenir en puant la merde. Et je vous parle pas de la suite, puisque grâce à la magie du scénario, Harry retrouve sa mémoire et redevient un connard, et que tout le monde sait que c'est d'une débilité sans nom que le majordome attende plusieurs années et attende que Harry finisse par se faire exploser la gueule pour enfin lui annoncer que son père est pas mort de la main de Spider-Man, mais par son propre planeur, marquant un tournant dans l'évolution du personnage d'Harry Osborn, faisant qu'il se met enfin à apprécier son ami. Et déjà que c'est débile comme révélation, perso je trouve ça aussi débile qu'on pense que c'est un suicide, parce que ça peut très bien aussi dire que Peter a empalé le bouffon vert avec son propre planeur. Donc bon, passons à autre chose de beaucoup moins bon. MJ est toujours une pétasse, parce que pour rappel, dans Spider-Man 1, Peter lui fait comprendre que entre elle et lui, ça sera pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il est Spider-Man. Dans Spider-Man 2, MJ découvre que Peter Parker est Spider-Man, et elle comprend donc pourquoi celui-ci ne voulait pas qu'ils sortent ensemble. Sauf que MJ a aussi son mot à dire dans cette histoire, et elle a bien raison. Du coup, celle-ci lui avoue qu'elle est prête à assumer la responsabilité d'être en couple avec un super-héros, donc ils se mettent d'accord et finissent en couple. Maintenant, dans Spider-Man 3, elle est confrontée à vivre avec un super-héros, comme c'était prévu, mais ça l'emmerde quand même. Va te faire foutre. La meuf, pendant 2 films, on lui fait comprendre que vivre avec un super-héros n'est pas sans conséquences, que ta vie de couple ne sera pas comme celle des autres, que tu peux être en danger à tout moment et que ton mec ne pourra pas toujours être là car il doit agir pour le bien. Et cette connasse arrive à trouver le moyen de casser les couilles à Peter parce que miskin sa pièce de théâtre à flop et Spider-Man lui est au top de sa forme. La meuf veut littéralement pas que son mec soit plus heureux qu'elle. Mais après, Peter a aussi ses torts dans ce film, puisque comme à son habitude, c'est un connard d'égoïste. Bon, déjà, ça fait quand même du bien de voir un Peter Parker kiffer être Spider-Man pour une fois. Mais par contre, embrasser Gwen, là, non. Pourtant, j'aurais pu être ok avec ça, parce que Peter Parker dans les comics, c'est un putain de charreau. Le mec se tape Betty Brandt, Lisa Lane, MJ, Gwen, Black Cat et j'en passe. Ça arrive même qu'il se tape plusieurs meufs en même temps. Enfin bref, mais dans le contexte de cette saga, on a connu un Peter Parker qui aime MJ. Même quand il refuse de sortir avec elle ou qu'une autre meuf se met à le kiffer, il ne pense qu'à MJ au fond de lui. Donc Peter qui embrasse Gwen, c'est censé être un point de rupture définitif entre MJ et Peter. Le mec l'a trompé devant tout le monde, c'est terminé. Donc si on revient sur ce que je disais de MJ tout à l'heure, ça peut être totalement compréhensible que MJ commence à douter de sa relation avec Peter après ce baiser, mais pas parce que OMG mon mec a mieux réussi sa vie que moi. Surtout que cette erreur aurait pu être évitée s'ils avaient commencé à donner le symbiote à Peter plus tôt. Ça aurait justifié qu'il commence à se comporter comme de la merde, sauf que non, c'est une merde de base. D'ailleurs, venons-en au fait, le symbiote, déjà il débarque de nulle part et atterrit comme de par hasard à New York, parce que les Américains doivent penser qu'ils sont le centre du monde, mais surtout, comme de par hasard à côté du seul être vivant ayant des capacités surnaturelles, aka Spider-Man. Donc rien qu'avec cette introduction et cette facilité scénaristique, on sent que Venom a été injecté au projet sans réelles envies et amour du personnage. On le reverra plus tard lorsqu'il s'attaque au corps de Peter avec l'enchaînement de 2 excellentes scènes, qui montrent bien la monstruosité de la créature et sa puissance, même si bon, Peter qui te lâche un « mais c'est magique ce truc !» sans se poser de questions, et surtout sans réellement avoir fait des trucs de ouf. Enfin, le mec a juste voltigé de nuit, quoi. On a ensuite la scène avec le Dr Connors qui vient dire à Peter de faire gaffe avec ce machin, sans se poser de questions, parce que vraiment, les mecs, vous venez de découvrir une espèce extraterrestre. Et même si vous le savez pas encore, vous pouvez au moins vous dire que vous venez de découvrir une nouvelle espèce animale très dangereuse. Mais bon. Bon, en général, je critique le symbiote de Spider-Man 3, mais quand il est sur Peter, ça va. Je trouve qu'ils ont bien géré l'idée que Peter Parker et Spider-Man deviennent l'inverse de ce qu'ils sont censés être quand ils portent le symbiote. Du genre se mettre à mal parler aux gens, devenir violent, et même cette scène que tout le monde déteste de Peter qui danse et joue le séducteur, je la trouve en vérité ok, parce qu'elle nous montre une nouvelle facette du perso qui se comporte comme un connard égocentrique et égoïste. Le problème, c'est que avant il l'était un peu déjà, et on a pu le constater lors du baiser avec Gwen. Après, tout ça est évidemment amplifié avec ce combat contre Harry où Peter n'a aucune pitié, et le combat contre l'homme sable, et d'ailleurs, parlons-en de l'homme sable. Déjà, c'est l'énième méchant qui est à la base gentil, mais qui devient méchant à cause d'une expérience qui a mal tourné. Expérience qui était vouée à mal tourner vu la débilité des scientifiques qui s'en sont occupés, avec des barrières totalement inefficaces, aucune caméra de sécurité pour voir s'il y a un mec dans le truc au cas où, ou qu'il y ait des flics de partout autour, et évidemment, comme par hasard, c'est quand Flint Marko atterrit dedans qu'ils ont la bonne idée de lancer l'expérience. Mais bon,
Toute cette débilité aura au moins permis de nous donner cette excellente scène du réveil de l'homme sable, ce qui vient à me faire dire que ce perso avait le potentiel d'être mon méchant préféré de la saga. Que ça soit ses motivations, sa psychologie, ses pouvoirs et sa relation avec sa fille, tout était ultra intéressant. Mais évidemment, fallait que les scénaristes sortent de leur trou du cul l'idée que c'est l'homme sable qui a tué Oncle Ben, et à partir de là, j'en avais plus rien à foutre. Oncle Ben, ça avait été établi, c'était ce FDP qui l'a tué et pas un autre, et je trouve que ça gâche tout le symbolisme de cette scène de Spider-Man 1. Et surtout, on sent que c'est une excuse pour le lier intimement à Peter et pour que celui-ci soit motivé à agir contre lui, parce que évidemment, jamais il serait allé s'attaquer à l'homme sable s'il avait pas tué son oncle, et que de toute façon le scénario n'a même plus le temps de t'expliquer pourquoi Spider-Man devrait arrêter des méchants. D'ailleurs, pour en finir une bonne fois pour toutes avec MJ, c'est bon de rappeler que dans les 3 films, elle se fait kidnapper 3 fois pour le combat final, que pendant les 3 films, elle ne sert à rien à part foutre la pression à Peter et à arrêter les méchants parce que même eux se disent qu'ils sont obligés de kidnapper sa meuf pour qu'il fasse enfin son boulot de super-héros. Enfin bref, Tobey Maguire est selon moi le Spider-Man qui agit le moins comme Spider-Man. Et ça parce que le scénario l'exige, peu importe les circonstances, et ça m'énerve. Et ce qui m'a beaucoup plus énervé, c'est Venom avec comme hôte Eddie Brock. Déjà, Eddie dans le film, c'est loin d'être un perso mauvais, mais je le trouve personnellement très cliché sur certains aspects. C'est juste le rival de service qui va se faire avoir à un moment donné et qui va vouloir sa vengeance. C'est du vu et revu. Et quand il obtient le symbiote, alors là, ça devient juste énervant. Déjà, encore une fois, les personnages se retrouvent comme par hasard au même endroit et au même moment, faisant que le symbiote se transmet de Peter à Eddie. Ensuite, on n'a même pas l'impression que Venom prend vraiment le contrôle d'Eddie, ça a toujours été un connard et le symbiote lui permet juste de gagner en puissance. Et c'est ça qui est putain de dommage, où est Venom dans ce film? Tout est tellement précipité qu'on ne sait même pas pourquoi ce putain d'extraterrestre est là à la base. Et surtout qui il est réellement. Il n'a aucune profondeur, aucune âme, et même si je déteste la version de Tom Hardy, faut malgré tout le reconnaître que son Venom a une conscience, un but, une raison d'exister, et qu'on est capable de différencier la psychologie de Eddie et de Venom. Là, c'est juste un monstre de SF lambda qui rend les gens méchants et forts. Et donc, en plus de gâcher le personnage de Venom, le fait de l'inclure dans l'histoire gâche quasiment tout le film, parce qu'il racontait déjà tellement de choses entre la relation Peter-MJ, Harry en bouffon vert et l'homme sable, que ça oblige au projet de changer tout son rythme et sa façon de raconter les choses. Ce film était déjà assez rempli pour nous proposer une œuvre excellente, et Venom, c'est la couche de Kaplan en trop qui fait s'effondrer toute la tour. La trilogie Spider-Man de Sam Raimi, bien que très appréciée pour ses qualités visuelles, ses moments emblématiques et sa mise en scène marquante, n'est pas exempte de défauts. Si Spider-Man 1 reste à mes yeux un chef-d'œuvre dans le genre, les suites souffrent selon moi de problèmes plus notables. Spider-Man 2 met en avant un Peter Parker trop passif qui subit constamment les événements sans véritablement agir comme un héros proactif. Sa relation avec MJ ainsi que la perte temporaire de ses pouvoirs sont des aspects qui me semblent mal gérés, voire incohérents. Quant à Spider-Man 3, bien que visuellement splendide et riche en moments épiques, il est plombé par une narration surchargée, des arcs de personnages bâclés, notamment celui de Harry, et une gestion maladroite de Venom et du symbiote. Il garde les mêmes défauts que ses prédécesseurs, à l'exception de la qualité des effets spéciaux, et en somme, bien que je reconnaisse l'impact culturel et émotionnel de cette trilogie, j'estime qu'elle est loin d'être aussi parfaite qu'on aimerait nous le faire croire. Notamment dans la manière dont Peter Parker est écrit et ses relations avec les autres personnages, faisant que selon moi, Tobey Maguire en Spider-Man, c'est surcoté.